S'occuper de soi et laisser faire le collectif, c'est le titre de cet enregistrement qui est fait lors du mois d'avril de l'année 2025. En fait, c'est un enregistrement qui vise à aborder, à réactualiser un sujet essentiel, c'est-à-dire que la conscience est individuelle et à quelque part, il n'y a rien à faire pour le collectif. Probablement que des gens qui m'écoutent et qui étudient l'instruction supramentale depuis plusieurs mois, plusieurs années, voire plusieurs décennies, vont dire qu'aujourd'hui, c'est un enregistrement avec un sujet qu'ils connaissent déjà, et ils n'ont pas tort. Par contre, l'intégration, à savoir à quel point vous pouvez avoir intégré la portée de ce sujet en lien avec l'instruction supramentale, c'est-à-dire l'un des fondements, un des piliers de cette instruction, ça a été de dire pendant plusieurs années que l'instruction supramentale, c'est quelque chose d'individuel. Bernard le fait abondamment sur plusieurs décennies ici au Québec. Et avec les années, je le réalise, mais d'une manière de plus en plus approfondie. Il y a quelques années, ce sujet-là, la conscience c'est quelque chose d'individuel, je le savais. Là, je le sais un petit peu plus au fil des mois, au fil des expériences et au fil de mon vécu. Et puis qu'à quelque part, il n'y a rien à faire pour le collectif. Les gens de la collectivité doivent vivre leur expérience. Et le fait de voir des gens sombrer ou être dans la déchéance ou souffrir de leur expérience, dans certains cas, c'est inévitable. C'est dur à dire parce que il y a beaucoup de gens que ça va déplaire mon propos, j'en suis conscient, mais en même temps, le but de l'enregistrement présent n'est pas d'être complaisant par rapport à l'étude de la conscience. Parce que sans ça, ça ne sert à rien. En bon québécois, on peut dire sans ça, c'est de l'hostie de marde. Et pourquoi que je dis tout ça? Puis, c'est mes observations que je fais non seulement dans mes interactions avec des gens sur le web, mais aussi par rapport aux gens de mon quotidien, qui m'ont amené à réaliser en bout de piste que les enregistrements que je fais au fil du temps, fondamentalement, essentiellement dans mon cas, c'est pour mon intégration personnelle. Donc, c'est sûr que dans les dernières semaines, j'ai fait plusieurs enregistrements où il a été question de mon étude de la bourse, de l'investissement. Naturellement, des gens qui étaient habitués de m'écouter parler de sujets en lien avec l'exploration de la conscience supramentale, il y en a beaucoup qui se sont détournés de ces enregistrements, et c'est correct. On a chacun nos intérêts. Sauf que le point que je veux quand même faire aujourd'hui, c'est, puis je ne changerai pas par rapport à mon principe, c'est que si la personne est consciente, elle va s'assurer de ne pas être dans la merde sur le plan financier, puis être dans le pétrin par rapport à des problèmes de santé. La conscience individuelle peut amener la personne à vivre une prise en charge de manière autonome de sa santé physique, sur le plan de son corps biologique, mais aussi de sa santé financière. Et ça a été à travers des chocs de vie qui m'ont amené à réaliser, entre autres au fil des ans, l'importance d'être en santé sur tous les plans, s'occuper tout au moins d'y tendre, parce que c'est sûr que dans la vie, on peut vivre des oppositions, des contrariétés, puis vivre un contexte social qui n'est pas nécessairement propice à cela. Mais c'est à l'individu de faire qu'est-ce qu'il a à faire pour lui, puis de laisser faire le collectif, pas chercher à prendre des gens sur ses épaules ou à sauver d'autres personnes. Dans certains cas, il y a des gens qui doivent atteindre un certain niveau de souffrance pour atteindre le fond du baril. Dans certains cas, il y en a qui vont, dans le fond, remonter d'un état de déchéance au niveau de problèmes de santé importants et financiers. Puis il y en a d'autres qui ne remonteront pas dans l'existence présente. Et c'est ainsi. Ça fait partie des réalités de la vie. Ça peut être dur en tant qu'égo qui réfléchit à accepter, surtout quand on a grandi en écoutant des films de Walt Disney,
où habituellement l'héros vit une situation difficile, puis à un moment donné, il s'en sort, mais dans la vraie vie, dans la réalité, c'est pas le cas pour tout le monde par rapport à l'existence sur le plan physique, le plan biologique, puis c'est ainsi. Même chose pour les collectivités. Au moment où je vous parle, on est le lendemain de l'élection fédérale qui s'est tenue, donc le 28 avril de l'année 2025, et sans trop grande surprise, parce que c'est ça qu'annonçaient les sondages depuis plusieurs semaines, c'est que Mark Carney, qui s'est présenté comme chef du Parti libéral du Canada, a été élu. Et puis, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ça? Ben, le gars, il a été mis au pouvoir, puis il n'y avait même pas de cadre budgétaire permettant au Canada, pour les prochaines années, de retrouver l'équilibre financier. C'est un petit peu la même gestion insouciante que Justin Trudeau, que, dans le fond, qu'il fasse des déficits par-dessus déficits, il s'en fout. Pourquoi? Parce qu'il ne dépense pas son argent, il aime la popularité, puis sa finalité, ben, c'est le bonheur, mais un bonheur subjectif. Et c'est sûr que là, j'entre dans un sujet politique. Moi, naturellement, je n'ai pas voté pour lui. Mais, dans le fond, j'ai l'impression qu'il va réendetter massivement. Il va continuer, en fait, l'œuvre de Justin Trudeau en réendettant massivement le Canada. Et les gens, massivement, au Québec, entre autres, ont voté pour lui. Donc, le Parti libéral a eu un peu partout au Canada là, des gens qui l'ont mis au pouvoir. Donc, moi, je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça. Je sais qu'une partie du public qui m'écoute depuis des années sont détachés un peu des politiciens qui sont mis de l'avant par la masse ou les bien-pensants de la pseudo-intellectuelle de Radio-Canada, là, ici, là. Naturellement, Mark Carney n'avait pas l'intention de couper les budgets de Radio-Canada, à la différence de Pierre Poilievre, qui se présentait pour les partis conservateurs qui voulaient amener des coupures importantes au gouvernement. Et naturellement, probablement ce qui est arrivé, c'est que les journalistes de Radio-Canada, naturellement, ils n'ont pas voulu mordre la main qui les nourrit, c'est-à-dire que, dans le fond, ils ont probablement apporté dans leur reportage, parce que tout est tendancieux. On a la pseudo-objectivité en journalisme qui est mise de l'avant, mais dans les faits, l'angle d'approche, de la façon qui est présentée implicitement les politiciens, les extraits de discours de politiciens et les commentaires qu'on a de pseudo-spécialistes en politique sont tout le temps orientés d'une certaine manière à faire bien paraître certains politiciens et mal d'autres. On l'a vu avec Donald Trump depuis plusieurs années ici au Canada. Et je sais que c'est la même chose par rapport à d'autres pays où il est systématiquement diabolisé. Naturellement, je ne me définis pas comme étant un pro-Trump, mais comme une personne qui veut avoir accès aux différentes perspectives par rapport aux politiciens. Naturellement, si Pierre Poilievre menace de faire des coupures importantes dans les dépenses de l'État, dont la société d'État en matière de télévision et de radio, Radio-Canada, qui est subventionnée par le gouvernement, bien, c'est possible qu'il n'y ait pas intérêt à le présenter sous un jour favorable à travers leurs bulletins de nouvelles et leurs reportages. Il faut réaliser ça, naturellement. Bref, dans le fond, l'être humain est ce qui est. L'être humain a des intérêts financiers. Moi-même, j'en ai. Je m'intéresse d'ailleurs à l'investissement. Sauf qu'il y a des intérêts aussi éthiques qui sont en jeu là-dedans. Et puis, donc, moi, le regard que j'ai par rapport aux journalistes des médias de masse, je les vois un peu, surtout pendant la période dite de pandémie il y a quelques années, en particulier, comme étant des gens qui vivent au crochet du respirateur artificiel économique du gouvernement, que ce soit du gouvernement du Canada ou du Québec, qui les subventionnent massivement pour relayer leur discours, leur propagande, leur information. Donc, mais c'est la réalité, c'est ainsi. En fait, dans le fond,
J'aurais pu passer les dernières semaines à faire des enregistrements pour apporter un regard critique par rapport à Carney, en vous expliquant en quoi qu'il pourrait faire potentiellement un carnage de l'économie canadienne, c'est-à-dire de l'amener dans un état d'endettement en continuité avec l'œuvre de Justin Trudeau qui a doublé la dette du Canada pendant ses mandats. Puis là, nous amener dans une situation où ça va se dégrader financièrement davantage. Mais que j'aie fait ça ou pas dans les derniers mois, probablement que ça n'aurait pas nécessairement changé pour quel parti les gens allaient voter par la suite. Donc, j'ai concentré mes énergies sur l'investissement, sur l'étude, puis je vous dirais que, en fait, l'un des aspects qui dans ma vie me contrarie, mais ça c'est mon intégration personnelle. Pourquoi je vous en parle? Ben parce qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui avaient vécu la même chose que moi. C'est-à-dire j'ai fait exprès, j'ai pris des gens de mon environnement rapprochés. Je parle par rapport à des amis, membres de la famille. Comme j'étudie l'investissement intensivement, ben moi, quand j'étudie quelque chose, j'aime ça d'en parler, ça fait partie de l'intégration. Quand on a vraiment intégré quelque chose, on est capable de l'enseigner aux autres ou tout au moins d'en parler avec clarté. Ça fait partie d'un des principes, fait que moi j'en parle souvent avec ma compagne. Des fois, je dis même que si tu me trouves trop fatigant à parler de mes études de la bourse, de l'investissement, des fonds négociés en bourse, de l'or, du crypto, du SP500, Nasdaq 100, dis-moi d'arrêter de parler, là. Parce qu'il y a beaucoup de matériel, j'étudie ça. Il y a des gens de mon environnement, dans le fond, qui sont impressionnés dans certains cas de voir que je passe autant du temps, de l'énergie, mais j'ai des résultats. Sauf que l'ironie du sort dans cette histoire-là, c'est que je suis en contact avec des gens, je leur ai partagé mes informations, mais c'est correct aussi, chacun vit ses choses, mais ça les intéresse pas. Donc, c'est un petit peu comme sur Internet, j'aurais pu faire des vidéos où je partage mes opinions politiques par rapport à ce qui se passe au niveau des élections pendant les dernières semaines, mais je sais très bien que ça n'a pas nécessairement une portée pour une influence pour changer les choses. Puis en même temps, ben c'est correct aussi. C'est pas nécessairement mon rôle. Mon rôle, en fait, ce que je réalise avec le temps, c'est plus de composer avec un monde qui est dysfonctionnel, un monde qui est fou, un monde qui s'en va vers la déchéance. Donc, un monde où ce que c'est clairement établi, puis le gars, il dit, là, dans un cadre financier, il dit, dans les prochaines années, il s'aligne pour continuer dans le fond, des situations de déficit. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que le Canada dépense plus que ce qu'il y a comme revenu, puis il vise pas à arrêter le déficit, puis encore moins de réduire la taille de la dette. Lui, ce qu'il veut, c'est un État qui continue d'être interventionniste. Oui, ça peut avoir une utilité à certains niveaux, mais à un certain autre niveau, s'il y a trop d'intervention de l'État, ça peut produire des déséquilibres aussi. On l'a vu avec l'URSS, comment que ça a mal tourné, là, un État trop interventionniste, trop contrôlant, etc. Donc, ça a le nuit. On le voit entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, qu'est-ce que ça a fait. La Corée du Sud, qui est plus capitaliste, s'est développée, tandis qu'en Corée du Nord, avec un gouvernement communiste très interventionniste, ben ce qui arrive, c'est que les gens vivent avec un niveau de vie qui est nettement moindre, là. Donc, c'est ça. Donc, ma vision est très pessimiste pour l'avenir du Canada suite aux élections récentes. J'ai l'impression qu'on va sombrer. On va continuer on va aller dans l'endettement, mais tranquillement, on va sombrer. On a vu le Québec que sa cote de crédit a été décotée dans les derniers jours. Et puis, probablement que ça va être un peu la même chose avec le Canada. Mais bon, ça, c'est moi qui... les gens vont dire, ben là, tu projettes tes craintes. Ben oui, à un certain niveau. Ben oui, je suis un être subjectif qui réfléchit, qui peut avoir des craintes. Mais bref, les gens vivront leur expérience en lien avec les politiciens qui ont été élus. Il y a une personne de mon environnement qui a dit...
les gens qui ont voté pour lui, Carney, qui chiolent pas, en bon québécois, qui se plaignent pas que la nourriture coûte plus cher parce qu'il va créer une situation d'inflation. C'est-à-dire que comme Trudeau, il va continuer à sortir la planche à billets, comme on l'a vu pendant la période dite de pandémie, et il va injecter un paquet d'argent et aussi créer de la dette. Une dévaluation de la valeur du dollar, probablement. Donc, la nourriture risque de coûter plus cher dans les prochaines années. Et aussi, les maisons valoir plus cher, non pas parce qu'elles ont nécessairement pris de la valeur objectivement, mais tout simplement parce que le dollar vaut moins cher. Donc, c'est ça que j'avais à dire. Mais le point aussi, c'est que c'est bien que j'ai eu ces expériences-là parce que ça me permet de sortir d'une naïveté. Donc, des gens de mon environnement, de manière très rapprochée, parce que je travaille au niveau de l'investissement. Je sais qu'il y a plusieurs personnes que ça n'intéresse pas, puis c'est correct. Chacun vit ses choses, mais il faut que les gens les assument. Comme moi, j'ai un cousin, lui, il est présentement dans la quarantaine, un peu comme moi. Moi, j'ai présentement 44 ans. Lui est un peu plus âgé. Sauf que le point, bon, quand la personne est dans la quarantaine, n'a pas trop de problèmes de santé, être une adepte du bouddhisme, faire vœu de pauvreté, chasteté, d'obéissance, tu sais, la personne est encore relativement jeune, en bonne santé, c'est pas trop pire. Mais je sais pas si le fait qu'il économise pas, il épargne pas, il n'y a pas de fonds de placement, ni rien, il n'y a pas d'investissement, il va trouver ça drôle dans quelques décennies si il se rend à 70, 80, voire 90 ans, sachant l'état lamentable du réseau de la santé présent, et que probablement que ça ne s'améliorera pas non plus dans les prochaines années. Donc, mais chacun a à vivre avec ses décisions. Donc, chacun vit ses expériences. Il y en a qui font vœu de pauvreté, puis c'est leur expérience. Moi, j'ai plutôt, si j'ai un vœu à faire, c'est de devenir riche avec l'investissement, puis être en bonne santé, puis être en cohérence sur le plan mental, puis d'accepter, en fait, que on peut rien faire pour le collectif, dans un sens. Il y a des gens de mon environnement que j'ai pris de manière rapprochée. Je leur ai parlé, par exemple, j'ai investi sur l'or avec effet de levier. Ils ont regardé ça comme une espèce de curiosité, mais ils n'ont pas nécessairement investi, puis c'est correct. Je ne suis pas conseiller financier. Puis, dans le fond, j'ai eu mes expériences. J'ai entré sur le marché il y a à peu près 5 mois en prenant UGL-U. En fait, c'est le code en dollars US d'un fonds à effet de levier qui multiplie 2 fois la valeur de l'or. Et naturellement, l'or depuis les derniers mois est haussier, en lien entre autres avec la période d'incertitude liée aux tarifs douaniers que Donald Trump aux États-Unis va imposer à différents pays. Lié aussi par rapport, dans le fond, à certaines tensions internationales entre différents pays. Bon, il y a la guerre entre la Russie, l'Ukraine, et aussi le fait que le dollar américain est de moins en moins, dans le fond, une valeur qui est utilisée pour les transactions à l'international. Donc, qui est valorisée aussi en ce sens-là, dans le sens que si quelqu'un peut acheter le baril de pétrole en euros, voire en bitcoin, pourquoi pas, au lieu d'utiliser le dollar américain. Donc, c'est sûr que la force de la devise du dollar américain, c'est que plus que les gens l'utilisent et qu'ils en ont, plus que c'est une valeur qui est importante, parce que les gens y font confiance. Si, comme c'est arrivé il y a quelques semaines, massivement, il y a les Chinois qui sont impliqués dans une guerre tarifaire avec les États-Unis, que je trouve assez ridicule. J'écoutais Charles Gaz récemment, qui est un commentateur sur YouTube. Vous pouvez retrouver une quantité abondante de vidéos. Mais je suis d'accord avec lui dans le sens qu'il dit pendant plusieurs décennies, ce qui est arrivé, c'est que la Chine, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a acheté de la dette américaine. Donc, pendant que les gens aux États-Unis surconsomment, là, en achetant des autos, etc., des biens de consommation multiples, eux autres, ils s'endettent, puis les gens de la Chine achètent des bons du trésor américain, donc de la dette, et eux autres épargnent.
Donc, pendant qu'une partie du monde en Occident surconsomme, eux autres épargnent et vivent en dessous de leurs moyens. Puis là, après ça, les États-Unis disent on va faire une guerre tarifaire avec la Chine, on va imposer des frais de douane par rapport à eux. C'est comme ils essaient de faire du chantage auprès de gens auxquels ils leur doivent déjà une grande quantité d'argent et sont en position de faiblesse. Les Chinois et les gens dans les pays asiatiques auxquels les États-Unis menacent d'imposer des tarifs élevés de droits de douane par rapport à la marchandise. Ils ont juste à dire, finalement, vos bons du trésor, on n'en veut plus. Et les domper, c'est-à-dire les liquider sur le marché, puis ça va faire chuter la valeur que les gens donnent à ça. Donc, si les gens s'en départissent, puis se départissent des dollars américains, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui est arrivé il y a quelques jours, c'est-à-dire Trump a voulu imposer des droits importants de douane à différents pays dans le monde, au-dessus d'une centaine de pays au début du mois d'avril. Et les choses ne sont pas arrivées comme il pensait, dans le sens que les pays n'ont pas tous nécessairement voulu se soumettre à ça. Il y a eu la Chine qui n'a pas voulu. Et ce qui est arrivé, c'est que quelques jours après, il est obligé de reculer en disant on va mettre une période de suspension par rapport à ça. La raison, c'est que ce qui est arrivé, c'est que les obligations, les gens, entre autres en Chine, se sont départis sur le marché. Fait que là, si les gens s'en départissent, à ce moment-là, eux autres, ils peuvent plus offrir un taux d'intérêt bas parce que les gens sont pas intéressés à en prendre à un bas taux d'intérêt. Donc, puis là, son plan, c'était de réduire, dans le fond, en créant de l'incertitude. Ce qui arrive, c'est que quand il y a une période d'incertitude par rapport à la bourse, aux actions, ce qui prend de la valeur naturellement, historiquement parlant, c'est les obligations. Et les gens vont acheter des obligations, des bons du trésor des États-Unis. Donc, une obligation, par exemple, qui donne un taux d'intérêt de 1,5, il y a des gens qui seraient preneurs en période d'incertitude. Mais si les gens s'en départissent massivement sur le marché, la personne va dire, si tu veux que je la prenne, il va falloir que tu me donnes du 3% ou du 4%. Chose que veut pas Donald Trump, parce que lui, il veut refinancer la dette américaine à rabais. Fait que plus que le taux d'intérêt sur les obligations américaines est bas, mieux c'est pour lui, parce que ça permet de payer moins cher d'intérêt sur la dette colossale astronomique des États-Unis. Et là, ce qu'il a fait, il y a eu un effet imprévu, parce qu'en menaçant les pays, parce que oui, que les entreprises établissent leur siège social aux États-Unis, qu'il y ait des mesures de réduction de l'impôt, ça va faire ça peut engendrer un boom économique aux États-Unis, favoriser leur croissance, une réindustrialisation, en mettant des droits de douane élevés pour ce qui vient de d'autres pays. Oui, ça va stimuler le commerce local, ça c'est clair. Par contre, à ce moment-là, ils ne pensaient sans doute pas que massivement des gens allaient se départir de leurs obligations des États-Unis. Parce qu'en période d'incertitude, si, par exemple, le taux d'intérêt baisse pour stimuler l'économie, quelqu'un va dire « OK, je vais acheter une obligation des États-Unis à 1% au lieu de 1,5 parce que là, la période est incertaine. Je ne me lancerai pas dans des actifs à risque comme dans des actions ou de la crypto-monnaie. » Tandis que là, si les gens à la place, dans le fond, ce qu'il faut, c'est qu'ils achètent de l'or puis ils boudent des obligations américaines pour aller chercher l'intérêt des gens. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Ceux qui émettent les obligations aux États-Unis, c'est qu'ils créent une demande, puis pour créer la demande, il faut qu'ils augmentent le taux d'intérêt. Fait que s'ils augmentent le taux d'intérêt, qu'est-ce qui va arriver? Ça va faire croître d'une manière exponentielle leur dette, qui est déjà très élevée là, à l'auteur de plusieurs milliards de dollars. Donc, ils sont pris avec une situation problématique, les Américains, quand on l'observe, quand on l'étudie. Puis pendant ce temps-là, l'or augmente. Moi, j'en ai profité dans les derniers mois. Aujourd'hui, j'ai liquidé, en utilisant ma plateforme de gestion, le fonds de placement UGL-U. C'est pas pire. J'ai fait un profit de 46% avec... c'est un fonds d'action négocié en bourse qui réplique la valeur de l'or avec un effet de levier x2. Je suis content. J'ai parlé de toute mon opération à certaines personnes de mon environnement, mais les gens, ça les intéresse pas. Ou, présentement, je prends des produits Yield Max que j'explore. Donc, c'est une entreprise
Je fais toujours mes recherches pour trouver du contenu francophone par rapport à ces fonds négociés en bourse qui donnent vraiment un maximum de dividendes, là, une quantité incroyable, mais il n'y en a pas. Donc, dans le mois passé, au mois d'avril, j'avais pris, par rapport à la Yieldmax, différents types, dont MSTY, MSTY-U. Donc, pour une action qui valait 20,63 $, j'ai eu 1,33 $ de dividendes pour un mois, pas pour un an. Ce qui fait que pour un an, si la tendance se maintient, mais c'est vrai que d'un mois à l'autre, les dividendes, ça fluctue, ça pourrait me donner 15,96 $ de dividendes. Au rythme que ça va, probablement que la mise de départ, donc le fonds qui vaut à peu près 20 $, va être payé d'ici un an et quart. Là. Puis après ça, ben, je fonctionne à partir de l'argent de la maison. Si je serais au casino, ben, je dirais, quelqu'un met un 20 $, la personne fait un profit de 20 $, puis après ça, il fait d'autres argent avec ça. Ben, il fonctionne avec l'argent du casino. Fait que c'est un petit peu le même principe, sauf que là, oui, il y a un risque un peu comme au casino, mais en même temps, c'est un risque calculé parce que MSTY, c'est une option d'achat qui est en relation avec l'entreprise MicroStratégie et qui donne un rendement incroyable. En 2024, ça a fait environ 112%. Donc, quelqu'un qui dit je vais donner mon 110%, ben, c'était le cas de dire par rapport à l'action. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait mis, par exemple, 100 000 $ là-dedans, à la fin de l'année, il aurait eu 110 000 $ de dividendes. Naturellement, la valeur du titre peut fluctuer, là, dans le sens que le 100 000, il est peut-être passé à 90 000, donc il a peut-être connu un certain niveau de baisse, mais le point, c'est que la minute que la personne qui investit 100 000 leur fait 100 000, si elle fait 12 000 $ de plus de dividendes, puis elle en fait davantage les autres années qui suivent, elle rentre amplement dans son argent. Donc, c'est un peu ça le principe. Je trouve ça très intéressant, les fonds Yieldmax. J'en ai pris d'autres aussi en lien avec l'entreprise Coinbase. Ensuite, Tesla, Nvidia, puis il y en a plusieurs autres. Mais l'information est là, mais ce qui est intéressant, là, c'est que présentement, il y a des outils pour s'enrichir, faire du profit. Mais il y a beaucoup de personnes que ça n'intéresse pas, puis ils vont se plaindre, ah, c'est pas drôle. Au Québec, on s'endette, on est pauvre, on est donc misérable, le coût de la vie augmente. Puis c'est pas faux, là, le coût de l'alimentation augmente, puis ma prédiction que je fais, là, c'est qu'à Carney, là, qui est rentré en poste, probablement qu'il va continuer à sortir la planche à billets comme le fait Justin Trudeau, puis on va continuer à avoir une inflation galopante là, pour le coût de l'alimentation, en particulier. Donc c'est ça, mais il faut s'occuper de ces choses. Il y a des moyens de s'enrichir, puis, mais il faut avoir l'ouverture d'esprit. Moi-même, en tant que personne, bon, j'ai étudié l'art, ensuite, mon expérience avec l'art présentement a été quand même fructueuse. Ensuite, les trucs de Yieldmax. Bitcoin, un peu moins présentement par rapport à la quantité. Ben, Bitcoin, j'avais acheté un fonds négocié en bourse quand il était environ à 80 000. Au moment où je vous parle, il est à 95 000. Je t'en profite, je m'attendais à plus. Mais bon, on verra dans le temps. Mais il y a des façons de s'enrichir. En fait, le point, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des façons d'enrichir, mais ce que j'ai observé, c'est que plusieurs personnes, qu'on peut leur parler de ces façons-là, mais ça leur dit rien. Ou ils comprennent pas, ils doivent dire, ben, il y a une fraude, il y a une crosse, il y a une arnaque. Moi-même, j'étais très sceptique par rapport au fonds Yieldmax. Je voyais les chiffres sur papier des retours de dividendes à chaque mois. Ensuite, il a fallu que j'en prenne pour constater qu'en effet, c'est bel et bien le cas quand j'ai vu l'argent rentrer dans mon compte de courtage en ligne autonome, Disnat, que j'utilise. Puis oui, puis j'ai un ami qui m'a parlé, donc je le salue s'il m'écoute. Puis c'est sûr qu'il m'avait parlé de la possibilité de prendre, dans le fond, il y a le fonds Conny et Fiat, en lien avec l'entreprise Coinbase. Donc Conny, c'est par rapport à un fonds qui achète des options d'achat en lien avec la hausse du titre, puis Fiat, c'est quand il baisse. Fait que le titre monte ou qu'il baisse, ben, tu peux faire de l'argent, puis ça donne des dividendes à chaque mois. Puis dépasser un certain stade de dividendes, un peu comme Mousty, ben, la personne rentre sur sa mise de départ, puis après ça, ben,
elle fonctionne avec l'argent de la maison, puis sa mise, ben, elle l'a remis dans sa poche. Fait qu'elle est morte de rire, puis elle empoche l'argent. Puis naturellement, quelqu'un peut prendre ce type de placement-là en REER pour ne pas avoir l'impôt à payer, dans le fond, sur les dividendes, parce qu'il y a un retenu à la source de 15% si la personne achète des placements de type américain à dividendes. Donc, lorsque la personne reçoit des dividendes par rapport à un placement américain dans un compte de type CELI, libre dépôt ici au Québec, il y a une retenue de 15% systématiquement sur les dividendes qu'elle a à chaque mois. Donc, mais ce n'est pas le cas si c'est un placement de type REER américain, où ce que les dividendes ne sont pas pris. Donc, c'est ce que j'ai observé dans mon portefeuille de placement. Naturellement, aujourd'hui, je parle de placement que je trouve intéressant parce que c'est ce que j'étudie. Naturellement, ce n'est pas dans l'optique de donner un conseil en investissement. Je ne dis pas aux gens quoi faire. Donc, je ne suis pas conseiller financier. Puis, naturellement, investir comporte des risques et que les gens doivent avoir ça en tête. Mais je peux parler de ça à des personnes, puis les personnes ne changeront pas nécessairement. Je peux parler de politique avec des gens, ils ne changeront pas nécessairement. Puis c'est correct, chacun doit vivre ses choses en son temps, puis sortir à certains chocs de vie. Moi, en ce qui me concerne, j'ai réalisé plus amplement l'importance de l'argent dans ma vie. Ça a été lors de l'année 2023 où j'ai eu un problème de peau qu'il a fallu que je me fasse opérer d'urgence au pédis, au privé, parce que sans ça, l'urètre pouvait boucher. Et là, en allant au privé, tu payes de ta poche, mais tu peux avoir du service, ce qui a été le cas. Et je consulte toujours en urologie au privé. C'est une des motivations être dans l'investissement. Tu sais, je vais voir, comme là, j'ai été le voir au mois d'avril, l'urologue qui me suit. Ça me coûte 250 $ pour une consultation qui dure à peu près 10 minutes. Donc, à ce moment-là, ben, ça me prend l'argent, naturellement. Donc, bref, les gens qui sont spirituels, ça, c'est plate parce qu'il y a un adage qui dit « Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait », mais des fois, les gens, comme ma mère, elle a passé l'âge de 70 ans, cet âge vénérable, elle est retraitée, elle est en contact avec d'autres personnes, puis elle me parlait du cas d'une dame qu'elle connaît, elle a des problèmes de genoux. Naturellement, la personne n'est plus à l'âge de travailler. Puis, se faire opérer au genou, elle en avait parlé à un médecin. Puis, au public, elle aurait attendu 2 ans. Mais elle a été au privé, puis ça coûte environ 30 000 $. Mais elle passe plus rapidement. Fait que tantôt, ça va être ça la réalité pour les gens à la retraite. La médecine à 2 vitesses, c'est-à-dire que la personne qui a de l'argent, elle peut passer rapidement ou avoir des soins de santé décents, qui, à mon avis, l'État devrait donner, comme quelqu'un qui a des douleurs importantes aux genoux ou ce que ça l'empêche de marcher, ben, qu'elle puisse être opérée dans un délai raisonnable, pas être obligé d'attendre 2 ans. Mais ça prend l'argent pour se donner ces soins-là. Fait il y a des gens spirituels qui vont dire, ben, la bourse, les placements, c'est pas beau, c'est capitaliste. Ouais, mais c'est un corps physique, il faut que tu fonctionnes avec. Puis à un moment donné, ça va déspiritualiser certaines personnes, sauf que dans certains cas, la personne qui se déspiritualise, passé l'âge de 70 ans, alors qu'elle a toujours été une bonne chrétienne, une personne avec la sagesse spirituelle puis les yeux dans la graisse de bine, quand elle avait le choc de la souffrance physique puis qu'elle réalise l'importance de l'argent, ben malheureusement, à moins qu'elle ait économisé dans le passé, ça risque de ne pas être évident pour elle. Donc, il y a des réalités comme ça. Je suis curieux de voir ce que ça va faire avec mon cousin qui est dans le bouddhisme. C'est sûr, c'est bien beau le bouddhisme quand tu es jeune et tu es en santé. Puis à un moment donné, si tu vieillis, tu as des chocs de vie. Ça te prend quelque part de la finance, à mon avis, pour te rééquilibrer par rapport à la santé. Puis, dans le fond, être capable de fonctionner en dépit d'un système de santé qui pourrit au Québec. Je me gêne pas pour le dire parce que il y a toujours des gens qui vont dire, ben, vous avez un système de santé qui est gratuit, c'est beau. Il y avait une vidéo qu'avait faite Michael Moore, qui est un pamphlétaire américain, qui a fait plusieurs vidéos pour dénoncer des injustices. Là, il présentait au Canada comme notre système de santé comme quelque chose qui était beau parce que c'est un système de santé de type universel où ce que tout le monde a accès à des soins, à différence aux États-Unis. Ouais, mais la question, c'est la qualité des soins et dans quel délai.
dans le sens que probablement des gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas eu une opération dans un délai adéquat pour, par exemple, enlever une tumeur du cancer, puis après ça, ben, il est trop tard, puis ça se répand à l'organisme. Donc, le système de santé au Québec, puis au Canada aussi, laisse à désirer. Puis, c'est pour ça que je voulais quand même dire des choses aussi par rapport aux gens très spirituels, parce que je sais très bien qu'une partie de l'auditoire qui, au fil des derniers mois, est pas intéressé à écouter mes vidéos, les investissements, puis c'est correct. Il y a des gens qui vont dire, ben non, moi, j'ai pas besoin d'investir ou de m'intéresser à la bourse. Je suis en contact avec les plans de la lumière, l'esprit. Oui, la personne peut vivre une forme de contact, sauf que le point, c'est que ça n'empêche pas qu'elle peut confronter, pareil, des problèmes de santé. Après tout, Bernard de Montréal, Daniel Kemp sont tous les deux décédés d'un cancer de l'intestin. Je pense que ça peut allumer certaines lumières, là, à quelque part, que c'est pas parce que la personne vit de la conscience qu'à quelque part, sa santé sur le plan physique va être nécessairement parfaite tout le temps. Des réalités de la vie, mais les gens ne les intègrent pas. Puis je vis les choses pour moi. Des fois, j'aime faire des vidéos où je parle de la finance, mais je réalise finalement que c'est plus mon intégration personnelle parce que je pense qu'il y a une bonne partie des gens qui ne sont pas nécessairement à changer leur vie. Puis en même temps, ben, c'est correct aussi. Mais moi, la base de ma personne, au fil des ans, je réalise que finalement, en observant ma vie et mes comportements, je rejoins beaucoup Jean-Sébastien Pilote. Il a fait un site, ça s'appelle jeuneretraité.ca. Ce gars-là, un peu, quand il parle, il me fait penser, puis sa façon d'être, un peu un moine bouddhiste qui vit dans une forme de détachement. Puis c'est un peu paradoxal parce que le gars, il est très riche dans le sens qu'il vit il y a une autonomie financière, il vit de revenus de placement passif. Mais il vit dans la frugalité. Donc, il ne paye pas d'impôts. En fait, je vais apporter des nuances. Il s'organise pour payer moins d'impôts possible s'il en paye, mais en tout cas, il y a tout un montage financier qui fait que... Puis il étudie les braquettes de l'impôt, puis ça, c'est une chose intéressante à faire pour être capable de fonctionner avec le moins d'argent possible, puis, dans le fond, tirer profit d'un système. La société est orientée pour amener les gouvernements, les individus en général, dans des situations d'endettement, de faillite. Pourquoi? Parce que c'est le créancier qui domine celui endetté. C'est lui qui peut faire du chantage. Tu sais, c'est le Fonds monétaire international qui prête massivement de l'argent à un pays, dit à ce pays-là que toi, tu vas arrêter de cultiver telle chose, tu vas faire telle chose, tu vas faire des monocultures, tu vas faire telle réforme, puis il se fait imposer des choses, ou se fait même piller ses ressources. Dans le fond, privatiser des ressources ou des actifs de grande valeur, ben, ça fait partie du pouvoir de manipulation de celui qui possède. La réalité par rapport à la Terre, c'est qu'il y a une dynamique qui est faite avec des cercles vicieux et vertueux. Habituellement, plus les gens sont pauvres, plus que c'est difficile de s'en sortir, ils n'ont pas accès à l'éducation, ils n'ont pas accès à l'alimentation qui permet de se concentrer au travail, et ainsi de suite. C'est tout un cercle vicieux. Puis ceux qui sont très riches deviennent de plus en plus riches. Pourquoi? Ben parce que ils ont des conseillers financiers, ils ont des conseillers en évitement fiscal. Ils savent où placer l'argent, faire quel montage financier pour jamais avoir à payer une scène d'impôt. Puis pendant ce temps-là, ben, tu as les gens en classe moyenne entre les deux qui se font manger la laine sur le dos. Ils sont très imposés. Donc, c'est des réalités, c'est de comprendre le système d'exploitation planétaire. Sauf que le point, c'est qu'en étudiant la finance, la business, puis en vivant en dessous de ses moyens, en économisant, en sortant de la mentalité du gaspillage dont la publicité et les bulletins de nouvelles font la promotion d'activités de surconsommation, ben, à un certain niveau, ça permet de s'émanciper de ça. Puis, de sortir un peu de la victime, du rôle de victime dans lequel on veut nous plonger. Là. Mais bref, c'est à chacun de vivre ces choses. Moi, en réalité, en étudiant la finance, puis je vois que ça fonctionne par rapport à, entre autres, Adrian, donc c'est un YouTuber que je suis.
Il y a une chaîne qui s'appelle Passive Income Investing. Je trouve ça super intéressant. Le gars, lui et sa compagne ont parti de zéro il y a quelques années. Il a pris sa retraite à 34 ans avec elle. Puis, dans le fond, alors que lui, il avait 34 ans. Puis, aujourd'hui, il est parti de zéro. Puis, il a atteint 1,9 million. Là, ça a baissé un peu. Il y a eu des baisses dans les derniers mois. Mais c'est quand même intéressant de voir les revenus dividendes qu'il fait. Naturellement, à TVA, à Radio-Canada, on ne vous parle pas de ça, hein? Que vous pouvez devenir riche avec des revenus passifs. Ce qu'on fait, c'est qu'on présente des publicités pour que vous achetiez un tas de biens inutiles, puis qu'on ait accès à vos avoirs puis à vos actifs. C'est souvent ça, essentiellement, la publicité, quand on regarde ça. C'est d'amener à créer des besoins qui ne sont pas nécessairement essentiels pour l'individu. Donc, moi, la façon que je fonctionne, j'achète des vêtements usagés. Récemment, j'ai été à Québec voir mon urologue qui est là, dans la belle ville de Québec, remplie d'embouteillages. J'ai été, dans le fond, au village des Valeurs. J'ai acheté des chemises, ça m'a coûté à peu près... J'ai acheté 4 chemises usagées, ça m'a coûté 58 $. Puis, il y a plusieurs années, j'avais acheté des chemises usagées, puis ils me font encore, puis j'avais acheté des chemises neuves dans une boutique quand même assez de luxe, avec une belle qualité de tissu a priori. Des chemises qui m'avaient coûté à peu près quasiment 100 $ chacune. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus avec l'inflation, hein? C'est peut-être rendu à 110 ou à 120, mais vraiment un tissu qui ne froisse pas. Puis ils sont déchirés. Ils ont déchiré au coude au même endroit. Derrière mon coude gaucher, peut-être que j'utilise souvent. Puis j'ai d'autres chemises qui étaient usagées, que j'ai plus longtemps, puis ils durent plus. Fait qu'il y a des choses aussi, des constats à faire par rapport à l'habillement. Par rapport aux autos aussi, quelqu'un qui achète une auto usagée, ce que j'ai fait par rapport à mon auto, j'ai acheté une auto usagée, sachant que dans la première année de vie d'une auto, elle peut, dans le fond, connaître une dévaluation entre 25 et 30 % de sa valeur. Tout simplement en sortant du garage automobile. Donc, imaginez, quelqu'un achète une auto, elle vaut 30 000, elle sort du garage, elle vient de perdre 25 % de sa valeur. Tout simplement parce qu'elle passe du statut de neuf à usagé. C'est stupide dans un certain sens, toute la dévaluation, etc. C'est comprendre les lois de la finance, puis de l'économie, puis qu'en réalité, dans le fond, il y a une masse de gens qui sont amenés à surconsommer, voire s'endetter pour enrichir des industriels qui, par la suite, vont verser des dividendes généreux aux investisseurs. Fait que c'est tout un système, tu sais, quand on regarde ça, de ce qui se passe. Mais c'est être capable d'être conscient pour tirer profit du système pour ne pas en être victime. D'ailleurs, quelqu'un avait dit, il vaut mieux que l'argent travaille pour soi que travailler pour l'argent puis inverser la situation. Donc, ce que je fais, mais je sais que ça n'intéresse pas beaucoup de personnes, mais c'est correct. J'étudie les revenus passifs, l'investissement, j'étudie toujours le cycle de l'or, le cycle du Bitcoin qui remonte progressivement. Finalement, Cointin Chapeau puis Paul de Crypto Formation sur YouTube, il n'y avait pas tout à fait tort. J'avais l'intuition aussi que, dans le fond, en avril, il allait avoir une remontée, dans le sens qu'il y a quelques semaines, le Bitcoin, en début 2025, était à 75 000. Là, il a remonté à peu près à 96 000. Et j'ai l'impression que ça va continuer. Puis pendant ce temps-là, qu'est-ce qui arrive en parallèle? Le dollar américain se dévalue. Pourquoi les États-Unis? C'est parce qu'ils injectent massivement, encore une fois, de l'argent dans le système. Ben oui. Plus qu'on met de l'argent dans le système, à ce moment-là, l'argent vaut moins parce qu'on a en plus grande quantité. Ce qui crée de la valeur, c'est de la rareté. Or, le Bitcoin, il est prévu en une quantité limitée qui va être produite au fil des ans. Donc, c'est appelé à prendre continuellement de la valeur, de ce que j'en comprends. Donc, c'est ce que j'avais à mentionner. Sinon, il y a des sujets qui ne m'intéressent plus vraiment comme autant. Il y a quelques années, on m'aurait parlé de la mort du pape et des prophéties de Malachie,
Puis là, après le pape actuel, François, qui est décédé, il y en a avoir juste un autre, puis après ça, ça va être la fin de l'Église. M'en calisse. M'en fous. Il y a des gens présentement qui parlent de ça sur YouTube, puis ils passent du temps et l'énergie. Moi, je suis dans un état plus d'études pratiques, pragmatiques dans ma vie, c'est-à-dire étudier qu'est-ce qui me permet d'être en santé, puis faire de l'argent, puis de réaliser que notre société vit à l'inverse du bon sens, en invitant les gens massivement à s'endetter, puis en mangeant de la merde, de la malbouffe. Donc le fast-food, puis de la nourriture en trop grande quantité, alors que nos corps ne sont pas adaptés à ça. Sur le plan historique, le corps biologique humain, pendant plusieurs décennies, en fait siècles devrais-je dire, a été programmé pour vivre dans un contexte de pénurie de nourriture avec des périodes de disette. La nourriture abondante, la quantité de sucre qu'on a accès facilement aujourd'hui avec l'ère industrielle depuis les 150 dernières années, c'était pas la réalité de nos ancêtres. Notre mode de vie présentement, il y a la surconsommation d'aliments industriels, que ce soit des hamburgers, des frites, des pizzas, c'était pas ça que vivaient nos ancêtres. On vit dans un contexte de société qui est en décalage avec les réalités biologiques fondamentales de l'être humain. Et ce que ma voix intérieure me dit souvent, c'est que les gens vivent en surconsommant pour des choses qui n'apportent pas du bonheur réel, puis c'est pas propice à la santé. C'est une forme de déchéance. Donc, je veux dire, il y a des réalités derrière ça qui peuvent être choquantes, mais c'est ça, je veux dire... mais en réalisant ça, quand on réalise qu'on consomme, la plupart des gens, en fait, de ce que je vois en Occident, il y a beaucoup de gens qui consomment trop de nourriture puis de mauvaise qualité, trop sucrée, trop grasse, trop salée, puis ça crée des problèmes de santé. Trop de sucre, diabète. Trop grasse, les artères peuvent boucher. Puis trop salé, ça peut créer de l'hypertension artérielle. Bon, mais quand on est conscient de tout ça, on peut ajuster son alimentation puis consommer moins de choses. Pour éliminer le sucre, la personne peut dire « je vais arrêter de boire de la bière ou du vin ». Puis elle va fonctionner avec le mental à froid, pas altéré par l'alcool, mais c'est en fonction de chacun. Moi, des fois, je vais boire un petit verre de vin, mais je me limite. Avec ma compagne, on prend une bouteille de vin par semaine. Et dans le fond, ça fait plusieurs semaines que ça dure. Pourquoi on en prend une? Parce que je m'étais fait des réserves. Quand Justin Trudeau, il y a quelques semaines, avait, pour célébrer le temps des fêtes, de l'année 2024, de Noël jusque par la suite dans les mois qui ont suivi là, à la fête de la Saint-Valentin, donné un congé de TPS, donc de taxes du gouvernement fédéral sur l'alcool et sur l'alimentation. Naturellement, j'en ai profité pour faire mes réserves. J'ai acheté à peu près 24 bouteilles de vin. Puis là, j'en prends à peu près une par semaine. Puis, j'ai pas payé, dans le fond, de taxes. Naturellement, Trudeau, il a fait un cadeau pour faire plaisir à des électeurs potentiels pour le Parti libéral. Il fait des cadeaux comme ça alors que sa ministre de la Finance, quelques jours avant, a démissionné. En fait, je pense, non, c'est pas vrai. Il a annoncé les cadeaux l'année passée, puis après ça, il a démissionné en disant « ça n'a pas d'allure, on fait des déficits records », puis lui, il nous fait des cadeaux pour nous faire plaisir, en disant « ben vous allez pouvoir manger du gâteau, avoir une bouteille de vin, les croustilles, les chips aussi à rabais ». Donc, moi, j'en ai profité. J'ai accumulé des tartes. J'en ai acheté en grande quantité. J'en ai fait congeler. J'en mange encore grâce à Justin Trudeau. Pourquoi? Parce qu'il y a des opportunités dans la vie. Puis là, les gens vont m'écouter et vont dire, ben voyons, des dépenses folles comme ça en période où on fait des déficits records, il n'y en aura plus. Mais non. Probablement qu'il va en avoir encore d'autres avec M. Carney. Tantôt, dans 4 ans, il va peut-être vouloir se faire réélire. Puis les libéraux, comme sous l'ère de Trudeau, vont faire des cadeaux aux gens. C'est de même que ça marche. Il y a des opportunités. C'est la même chose que quand on est sur la bourse. À un moment donné, il y a des titres à rabais. Des opportunités qui sont là. J'ai écouté récemment une vidéo d'Adrian qui parlait, ben écoutez, présentement, ce qu'il disait, c'est que si j'avais investi, j'achèterais l'action Tesla, qui est en lien avec l'option de Tesla, avec option d'achat, Tesla, T-S-L-Y-C.
pour la version canadienne, à ne pas confondre avec TSLYU, qui est la version Yelmax. Bon, mais il y a quelques jours qu'il a parlé de ça. Moi, je l'ai entendu, puis j'ai été voir. Hein, c'est vrai, l'action de Tesla était passée, c'était 12 et quelques à 5 et quelques. Bon, mais j'en ai acheté plusieurs. J'en ai parlé à ma compagne, d'autres personnes dans l'environnement. Naturellement, eux autres, ils n'en ont pas acheté. Mais moi, j'en ai acheté, puis quelques jours après, j'ai vu que ça a remonté 17%. Pourquoi? C'est parce que cette action dérivée, celle de Tesla. Pourquoi avec option d'achat? Parce que ça donne des dividendes à chaque mois. Donc, des revenus passifs. Et je mets ça dans un compte REER, naturellement, pour ne pas payer d'impôts. Ou on peut le mettre aussi en CELI parce que c'est en dollars canadiens pour ne pas payer d'impôts sur les dividendes. Bon, ben, c'est une option pour s'enrichir. Puis là, le titre était à rabais. Donc, je trouvais ça intéressant quand on parle. Donc, j'ai de la gratitude pour Adrian aujourd'hui parce que là, ça a pris un peu de valeur, mais c'est plus pour les dividendes que je l'achetais, honnêtement, que la valorisation du titre. Mais je sais très bien comment fonctionnent les choses. Comme Tesla, l'action de Tesla, je me suis intéressé à son cours parce que naturellement, c'est une action qui a été en vogue dans les derniers mois. Quand Trump a été élu, son ami, dans le fond, par rapport, dans le fond, comment dire, Elon Musk qui a mis en place le Dodge, le bureau d'efficacité gouvernementale. Bon, mais quand il a été élu, naturellement, Trump, son ami Elon Musk, par rapport à son entreprise de Tesla qui fait des voitures électriques, la valeur a augmenté. L'action, elle a passé à un moment donné de 200 à 300 $. Puis, après ça, ben, quand il a mis en place les mesures, puis il y a eu des coupures, les gens n'ont pas été contents, il y en a qui ont protesté, l'action a retombé à peu près à 200 $. Bon, ben, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, en lien avec Tesla, ben, tu sais, pendant que j'en parle, je vais aller la voir pour commenter ça intelligemment, parce que je pense qu'elle a même monté plus que 200 $. J'avais en tête, dans le fond, 400 $ à présent. Tesla. En fait, j'ai été voir pour vérifier les chiffres, puis l'action de Tesla, il était passé de 288 $ au mois de novembre, au 6 novembre 2024. Il est monté à 430 $ en dollars américains, le 23 décembre 2024, puis ensuite ça a descendu à 252 $ au mois d'avril 2025. Puis là, il est en train d'augmenter. En fait, ce qui arrive, c'est qu'avec Tesla, j'ai l'impression que les gens, quand ils ont vu que le Dodge, ça amenait des coupures massives aux États-Unis, il y en a plein qui se sont dissociés de Tesla, ils ont liquidé les actions qu'ils avaient achetées, une réaction très émotionnelle. Après la hausse d'enthousiasme du début, donc c'est comme une espèce de réaction bipolaire, hein, tu sais, au début, ils sont tous enthousiastes, ils se mettent à en acheter du Tesla, puis ils vont dire, ben là, s'il est ami avec Trump, son entreprise va prendre de l'ampleur, elle va grandir, etc. Puis là, après ça, ben finalement, ils se rendent compte que c'est peut-être pas ce qu'ils voulaient, des coupures massives du gouvernement américain pour réduire les dépenses par rapport aux fonctionnaires. Puis là, il y a des gens qui ont protesté. Il y a même eu des autos Tesla qui ont été vandalisés. Puis moi, quand j'ai acheté le titre avec l'option d'achat, c'est que j'avais la confiance tout simplement que après un certain nombre de temps, naturellement, le Dodge, le bureau de l'efficacité gouvernementale, où ce que Elon Musk passe en revue les politiques du gouvernement, où sont attribuées les dépenses aux États-Unis, ça ne durera pas éternellement, mais le grand ménage du printemps étatique qui a entamé, et qu'à un moment donné, ben, les gens vont oublier son action politique, puis le titre va reprendre, dans le fond, sa montée, tout simplement. La mémoire des gens par rapport aux politiciens n'est pas nécessairement longue. Probablement que dans quelques jours, il y a des gens qui vont évaluer que Justin Trudeau, c'est un grand politicien, en dépit de toutes les mesures qui ont été à l'encontre des droits et des libertés là, pendant la période dite de pandémie, puis l'endettement qu'il a généré sur le plan économique. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Je réalise que, c'est que tu as des gens qui sont très... Je voulais revenir là-dessus, puis je vais essayer d'être clair, là. C'est parce que des fois, je parle, puis je suis pas satisfait de moi-même, parce que j'ai l'impression que je ne vais pas jusqu'au bout de ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que pour que la personne réalise que la spiritualité, c'est de la merde, puis le désir de sauver des autres, c'est de la merde, c'est quand elle va réaliser que finalement, tu
peux présenter de l'information utile à d'autres personnes pour s'enrichir, mais ils n'apprendront pas. Fait qu'à un moment donné, tu réalises que finalement, ben, qu'ils restent pauvres. Si tu veux que je te dise. Même chose par rapport à un peuple. Tu sais, un peuple comme celui canadien, on a accès à un paquet de ressources naturelles, mais on les exploite pas. Puis, à quelque part, on se dit, on veut sauver l'environnement. Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est bien beau vouloir sauver l'environnement puis l'écologie, mais si tout le monde reste pauvre, puis on met en place des taxes qui réduisent notre pouvoir d'achat, alors que c'est pas la même chose à l'international, ou même au sein du Canada. Le Québec a toujours la taxe carbone, où ce que 20 sous du litre sert à nourrir ce système-là, alors que les autres provinces du Canada n'ont pas ça. Tout le monde sait que le Québec, c'est une des provinces les plus pauvres du Canada. Puis on paye des taxes dans l'espoir de lutter contre les changements climatiques. Puis on se donne bonne conscience de faire ça. Puis on fait notre part, puis etc. Ouais, mais si la plupart, puis les gros pollueurs comme la Chine, qui ont au-dessus d'1 milliard de population, continuent, nous autres, on est dans l'ordre du million. On est peut-être 9 millions. C'est un peu ridicule. Mais les gens n'ont pas nécessairement cette perspective-là, puis ils se donnent bonne conscience. Puis encore faut-il que les changements climatiques entraînés par la production massive de gaz à effet de serre par l'être humain soient réels, et que ce soit seulement ça qui a vraiment de l'impact pour moduler la température de la Terre. Donc changer le climat. Il y a des gens qui parlaient du réchauffement, là, ont changé un peu ça, mais il y a d'autres variables aussi qui vont perturber la température du climat, comme par exemple la distance entre le Soleil et la Terre. Parce que, bon, naturellement, la Terre tourne alentour du Soleil, puis par rapport au cycle de rotation, ça a une incidence par rapport à la quantité de rayons solaires que la Terre a accès. Puis il y a d'autres variables aussi qui entrent en ligne de compte. Donc là, tout de dire, ben, si le climat est plus chaud, c'est tout à cause de l'être humain, je trouve ça stupide. Mais bon, les gens vivent leur expérience. Par rapport au peuple québécois, aux Canadiens, en lien avec ce retour de commentaires d'élection, ben, les gens vivront à... Il y a un adage qui dit, on a les politiciens qu'on mérite. J'ai l'impression que, à une certaine mesure, c'est vrai collectivement, mais moi, je décroche du scénario québécois, puis je décroche aussi la pitié et la spiritualité par rapport aux pauvres Québécois, etc. C'est parce qu'à un moment donné, les gens s'endettent, ils se prennent pas en main, puis c'est pas toujours aux autres à compenser. Tu sais, je peux comprendre un gars comme Donald Trump de dire, ben, je vais mettre fin à l'immigration illégale. C'est pas de sa faute, c'est dans des pays, par exemple, au sud de l'Amérique, il y a des cartels de la drogue, des narcotrafiquants qui font la vie dure aux citoyens. Puis là, les citoyens s'en vont en détresse puis ils veulent aller aux États-Unis pour vivre le rêve américain puis partir d'une situation de pauvreté puis devenir millionnaire puis par la suite être très riche. Mais c'est pas de sa faute. À quelque part, il n'est pas responsable que c'est mal géré dans d'autres pays puis des gens qui veulent se sauver de ça. Par contre, c'est à l'individu de s'occuper pour ne pas être dans le pétrin. C'est ça l'affaire. Donc, pour certains, de ne pas être dans le pétrin, c'est assis dans un autre pays. Fait que c'est ça que là, ça devient intéressant parce que chacun a à s'occuper de soi. Et là, ça devient délicat aussi. Parce que quelqu'un, pour s'occuper de lui-même, ben, il sort d'un contexte de déchéance pour aller vivre dans un pays qui est plus avantageux pour lui. Mais en même temps, celui qui vit dans un contexte de vie avec un mode de consommation plus élevé, s'il veut maintenir son pouvoir d'achat, il faut qu'il s'organise pour ne pas s'appauvrir non plus. Avec un nivellement vers le bas de son mode de vie parce qu'il y a des employés qui acceptent de ne pas être payés, étant des immigrants illégaux, qui vont faire en sorte que les employeurs, au lieu de donner le salaire minimum aux États-Unis, ben, ils vont embaucher des gens qui vont traiter comme des esclaves parce que ces gens-là sont illégaux, donc il n'y a pas besoin de leur donner des salaires décents. Ben, qu'il y a toute une dynamique-là à prendre en considération, puis les questions politiques sont assez complexes dans certains cas, puis des nuances à apporter. Mais bref, je vais arrêter ici l'enregistrement. Tout ça pour dire quoi? Ben, je rappelle aux gens le message que nous a récité Bernard de Montréal à travers multiples de ses enregistrements, c'est-à-dire occupez-vous de vous d'abord, de votre santé, entre autres, je pense que c'est une des choses les plus importantes.
sachant que le réseau de la santé est pourri, puis de vos finances, sachant que le gouvernement, peut-être tantôt, que ce soit au Québec, au Canada ou même en France, ils n'auront pas les moyens d'honorer leurs engagements en termes de retraite. Dans le sens que si le Canada continue à s'endetter, surtout s'il y a des jeunes qui m'écoutent, des gens qui ont 20 ans, 30 ans ou même 40 ans, ben peut-être que tantôt, les montants de la pension de vieillesse, ben ils vont peut-être être diminués parce qu'ils n'auront pas le choix, parce qu'ils n'auront plus l'argent de s'endetter pour payer ces frais-là. Même chose pour des gens en France qui croient avoir une retraite dorée en faisant confiance au gouvernement. C'est ce que j'avais à dire. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.